Salut à toi, moi c'est Ryan et dans cette vidéo là je vais te montrer exactement comment est-ce que j'ai réussi à closer mes tout premiers clients high ticket alors que j'avais aucune agence au début, aucune preuve sociale et aucun portfolio. Alors j'ai juste utilisé Google Maps, un peu de stratégie et puis un peu de débrouillardise. Donc il faut savoir que j'ai commencé la prestation de service avec la vente de sites internet à des commerçants locaux, ok? Au début je facturais parfois 500, entre 500 et 1000 euros. Mais assez vite, c'est devenu redondant et assez plafonné. Du coup, j'ai compris qu'il fallait forcément que j'ai une meilleure approche, un peu plus maligne, un peu plus intéressante, où je pourrais closer les clients, des clients beaucoup plus chers, même si je n'avais pas toutes les compétences moi-même. C'est là que j'ai découvert une méthode quand même assez simple, un peu trop sous-cotée à mon avis, et c'est le fait d'utiliser Google Maps pour pouvoir avoir des clients high tickets. Donc, tu n'as pas besoin d'être un expert pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir une agence, et si tu suis exactement toutes les étapes que je te montre dans cette vidéo, tu pourras closer ton premier client dans les prochains jours, d'accord? Un client high ticket de préférence. Alors là, j'ai fait une mind map pour nous aider. Alors, l'étape 1, d'accord, c'est de choisir la compétence ou de faire semblant d'en avoir une. Alors, la première chose, c'est de ne pas commencer à chercher les clients. C'est vrai, ça peut être tentant, on se dit tout de suite, ouais, il faut trouver les clients. Mais ce qu'on va faire, c'est de choisir la compétence qu'on veut vendre. Donc, soit tu as déjà une compétence, donc par exemple la création de site internet, la création de publicité Facebook ou le graphisme, et tu vas proposer tes services là-dessus, ok? Soit tu n'as pas de compétences et ce n'est pas encore grave en soi. Donc, dans le cas où tu n'as pas de compétences, tu vas faire ce qu'on appelle du drop servicing. Donc, tu vas déléguer le travail à des freelances que tu vas trouver peut-être sur ComeUp, Upwork ou Fiverr. Et toi, tu seras juste l'intermédiaire. Tu vas trouver le client, tu encaisses les sous et tu délègues le reste, point final. Donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est de lister déjà les skills ou les compétences qui t'attirent ou dans lesquelles tu penses que tu peux vendre, de lister les freelances qui seront utiles pour toi pour l'exécution et maintenant, de récupérer chez ces freelances-là les études de cas, les résultats clients et leurs preuves de travail. Ça va être très important pour plus tard parce que ces éléments-là vont nous servir à closer les clients high ticket plus tard. On pourra dire des trucs du genre, voici le travail qu'on a eu à faire avec d'autres clients, un peu comme vous, etc., patati patata. Voici les études de cas. Même si c'est pas vraiment toi qui l'as fait, ce n'est pas un problème en soi tant que tu as l'accord du freelance pour pouvoir le faire. Ensuite, une fois que tu choisis la compétence, on va définir le profil d'un bon client à étiquette. Alors, le truc, c'est qu'on ne veut pas vendre à n'importe qui. Donc, on veut vendre cher, donc on va chercher des clients high ticket. Un client high ticket, c'est quoi? C'est un client qui a au minimum 2000 euros à claquer, qui a un problème assez urgent à résoudre, qui est capable de payer tous les mois, donc de nous créer ce qu'on appelle un MRR, donc Monthly Recurring Revenue, qui a une LTV assez élevée. Donc, le LTV, c'est quoi? C'est la lifetime value. C'est la capacité d'une entreprise à rester dans le marché, enfin dans son marché, pendant une assez longue durée. Donc, on veut travailler avec une entreprise qui sera là quand même pendant une assez longue durée. OK? Et idéalement, on va chercher une entreprise qui est aussi un tout petit peu digitalisée. Donc, avant d'avancer, il faut que tu te demandes à qui est-ce que tu peux enlever quoi comme douleur tous les mois contre un abonnement mensuel? Donc ça, c'est pour te créer le MRR. Il faudrait que tu te poses ces questions-là. Donc en plus du service principal que tu vas fournir, qu'est-ce que tu peux facturer tous les mois à un client pour qu'il puisse te payer en griffe un salaire? OK? Ensuite, on va aussi trier les clients par ville parce qu'on va les chercher localement via Google Maps et que les clients qui sont dans des villes plus grandes ont généralement plus de facilité à faire des dépenses plus conséquentes que des gens qui sont dans des villes ou dans des villes moins grandes ou des villages. OK? Ensuite, l'étape 3, c'est d'aller trouver les prospects sur Google Maps. Et c'est là que la magie, si je vais l'appeler un peu comme ça, opère. Donc là, tu vas taper des requêtes du type ta niche plus la ville. Donc par exemple, pas ta niche, hein, pardon, la niche de ton client plus la ville. Donc, peut-être, je sais pas, cabinet dentaire à Marseille, ou bien, je sais pas, coach sportif à Dakar, ou restaurant africain à Cotonou, peu importe. Et puis là, tu vas observer ce que Google Maps te donne. Alors, il faut savoir que Google Maps va te présenter toutes les entreprises qui sont enregistrées à Google My Business. Donc, ça te fait qu'en gros, tu as une base de données de leads illimitée qui sont là et que tu peux contacter comme tu veux. Donc, ce que tu vas rechercher exactement, ce sont ceux qui ont une note entre 3,5 et 4 étoiles. OK? On ne veut pas que ce soit des personnes qui ont une note trop qualitative, sinon après c'est trop compliqué. Et on ne veut pas non plus que ce soit des personnes qui ont des notes en dessous de 3,5, sinon c'est trop risqué pour nous. Tu vas vérifier si ils ont une présence ou une absence de site internet. Est-ce que le site il est mal designé? Est-ce que leurs réseaux sont présents? Patati patata, etc. Donc,
dans mon exemple, ok, si tu es comme moi et qu'à la base tu vendais des sites internet, on ne veut pas chercher à convaincre des gens qui n'ont pas de site parce qu'ils seront beaucoup trop durs à éduquer au début. Il y aura un temps d'éducation à faire avant de pouvoir le vendre, notre service. On ne veut pas perdre de temps avec ces gens-là. Ok. C'est vrai que ce sont des clients potentiels, mais nous, notre but, c'est de ne pas facturer 500, 1000 euros, 1500 euros et puis partir. Non, on veut facturer cher et on va pouvoir rester dans leur compta pendant quand même assez longtemps. Du coup, on va cibler des gens qui ont déjà un site internet, qui ont déjà essayé de faire quelque chose, mais qui l'ont mal fait. OK? Parce qu'ils ont déjà conscience du fait qu'ils doivent être digitalisés, mais ils ont probablement merdé dans le process quelque part. Et c'est justement là que nous, on va intervenir. Donc, même si tu ne vends pas des sites internet, si tu fais du graphisme, de la publicité Facebook, etc., tu vas voir ce qu'ils sont en train de faire actuellement. S'ils le font déjà, mais qu'ils le font mal, good to go. Mais s'ils ne le font carrément pas du tout, c'est pas forcément la meilleure option parce qu'ils peut-être qu'ils n'ont juste pas conscience que c'est nécessaire pour eux et là, il te faudra forcément passer un certain temps d'adaptation, un certain temps, pardon, d'éducation avec eux. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas, mais dans la majorité des cas, c'est qu'ils n'ont pas conscience de l'importance du site internet ou de la présence sur les réseaux ou de la publicité Facebook dans leur business. OK? Donc, une fois que la recherche elle est faite, bah, on va récolter également, pardon, j'ai pas précisé, on va récolter leur nom, leur niche, et ça tombe sous le sens, et leur contact, donc soit le mail ou le numéro de téléphone. Ensuite, on va faire le tri, donc comme je l'ai déjà expliqué, on va faire le tri en fonction de s'ils sont présents sur les réseaux ou pas, si oui, on check la qualité des métriques, sinon, bah, on détermine si le profil est OK ou pas pour nous. Et une fois que le profil il est validé, on va faire ce qu'on appelle le pré-audit. Alors, une fois que vous avez sélectionné, on va dire 5 à 10 profils, on va les pré-auditer. Alors, le pré-audit, c'est quoi? Le pré-audit, c'est une vidéo Loom, d'accord, une toute petite vidéo Loom de 2 à 3 minutes maximum que tu vas enregistrer en parlant de trois choses principales. La première chose, c'est quoi? Une à trois erreurs qu'ils font dans leur business actuellement, que ce soit leur site, la présence en ligne, les publicités, etc. Et les conséquences de ces erreurs-là sur leur business. C'est très important. Ensuite, dans la deuxième phase de ta vidéo Loom, tu vas leur montrer un concurrent à eux qui fait bien les choses et qui a de meilleurs résultats qu'eux. Et troisièmement, tu vas leur donner un quick win, donc une solution qu'ils peuvent implémenter rapidement pour avoir des résultats ou avoir, bref, ce que tu veux. OK? L'objectif de cette vidéo-là, bah, ce n'est pas de vendre, parce que je vois plein de personnes qui essayent de faire des audits, et dès le début, ils disent à la fin, si vous voulez que je vous accompagne, contactez-moi et puis on va gérer ça, patati patata. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dans votre Loom, ce que vous allez essayer de faire, c'est de vendre un appel. Oubliez votre service d'abord, oubliez complètement. Votre but, c'est de vendre l'appel. Ayez en tête, je veux vendre un appel à cette personne-là. Donc, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez dire dans votre vidéo Loom devrait être orienté vers le fait de pouvoir avoir la personne en call en privé. Tout simplement. OK? C'est votre objectif. C'est votre seul et unique objectif à cette étape-là du funnel. Donc, une fois que votre pré-audit il est fait, vous allez passer à l'outreach. D'accord? Vous avez la vidéo. Maintenant, il faut passer à l'action. Il faut faire de l'outreach. Pour faire l'outreach, vous pouvez le faire donc par mail, physiquement si vous voulez. Moi, je le faisais physiquement à l'époque, avant de commencer à le faire via WhatsApp, et ensuite par mail. Donc, en fonction des villes du monde que vous ciblez, bah, il faudra adapter la méthode que vous utilisez pour faire votre outreach. Par exemple, je sais qu'en France, c'est assez compliqué de contacter les gens directement via WhatsApp parce que bah, c'est un peu une intrusion dans la vie privée. Du coup, c'est beaucoup plus simple de faire de l'outreach par mail parce qu'ils lisent les mails. En Afrique, il y a des gens qui lisent les mails, c'est vrai, mais parfois, bah, il faut forcément appeler ou soit il faut se déplacer physiquement et y aller. Donc, à vous de voir en fonction de votre situation. OK? Donc, lorsque vous avez votre Loom et que vous avez déterminé comment est-ce que vous allez les contacter, vous allez envoyer un message assez personnalisé, d'accord? Avec un lien vers votre vidéo et petit message, d'accord? Voilà, je vous ai préparé un petit audit. J'ai vu que vous faites tel business. Je veux remarquer que vous faites telle chose mal, telle chose bien, etc. L'audit, il est gratuit. Voilà. OK? Et dans l'audit, évidemment, bah, il y a un CTA pour pouvoir vendre l'appel. Le CTA, c'est le call to action. Donc, vous voulez qu'ils effectuent une action après avoir vu votre vidéo. Donc, une fois que vous avez, je vais prendre l'exemple, hein, si vous envoyez un mail, une fois que vous avez envoyé votre mail, vous allez observer ce qui se passe. Donc, généralement, il y a trois cas de figure. Le premier cas de figure, c'est qu'il ouvre votre mail, il clique, OK? Mais il répond pas. Quand ça arrive, c'est qu'il y a une objection.
Et là, l'objection, c'est que, bah, OK, il a ouvert le mail. Peut-être qu'il a regardé la vidéo Loom. Donc, on peut voir ça avec Loom déjà, en fait, si quelqu'un voit la vidéo. Il a regardé la vidéo Loom, mais il n'a pas répondu. Ça veut dire, dans la plupart des cas, qu'il ne vous a pas trouvé crédible. Donc, ce qu'il faut faire, et c'est là que les études de cas qu'on a récupérées chez les freelances interviennent, ce qu'il faut faire, c'est de les relancer, parce que ça fait qu'on a une objection à lever. Il faut les relancer avec une étude de cas en PDF et un nouveau CTA. OK? Donc, généralement, vous pouvez le faire juste en faisant le mail texte. Ah ouais, j'ai vu que vous n'avez pas répondu, patati patata. Voici une étude de cas d'un client similaire à vous avec qui on avait eu à travailler par le passé et qui a eu d'excellents résultats. Et voilà, voilà, voilà comment ça s'est passé. Voici l'étude de cas en PDF. Boum. CTA. Ensuite, à la fin, pour dire, voilà, on peut en parler au téléphone, patati patata. On a une strat à appliquer pour vous. Vous pouvez faire ça comme ça. C'est juste un exemple. Ensuite, si jamais bah, il répond pas, bah, il y aura une deuxième tentative et ça, on va voir ça tout de suite. Alors, on revient en arrière. Si, après lui avoir envoyé le mail, il ouvre pas du tout, pardon, il ouvre pas du tout, il n'y a aucune ouverture pendant les prochaines 48 heures ou même pendant les prochaines 72 heures. Ça veut dire que bah, soit on est en train de contacter une mauvaise adresse mail et dans ce cas-là, il faut revérifier le mail qu'on est en train de contacter, soit notre hook n'était pas assez bon et n'a pas été assez attirant pour pouvoir le pousser à cliquer sur notre mail. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retravailler l'objet du mail. OK? On va retravailler l'objet du mail et on va glisser peut-être un petit PDF, OK, pour lui expliquer en quelques étapes ce qu'il peut faire pour résoudre le problème dont on a parlé dans le Loom, tout simplement, avec aussi le lien du Loom éventuellement, d'accord? Évidemment, pardon. Du coup, une fois que ça c'est fait, voilà, je sais pas qu'est-ce qui se passe. OK. Une fois que ça c'est fait, bah, il revient encore dans la loupe ici. En fonction de son comportement, bah, on suivra les étapes. Si par exemple, au début, il avait pas ouvert du tout et qu'après, il ouvre, mais qu'il répond pas, c'est que bon, OK, le mail l'a attiré, il l'a ouvert, mais qu'il n'a pas été convaincu parce qu'on n'était pas assez crédible. Et puis là, on relance bah, ce scénario-là. Donc, si après tout ça, après toutes ces tentatives, il n'y a toujours pas de réponse, bah, on conclut que c'est un portefeuille froid et puis on l'abandonne, tout simplement. Maintenant, dans le cas où il répond, OK, et qu'il accepte l'appel, c'est-à-dire il a lu le mail, il a regardé la vidéo Loom, il a booké son appel avec nous, là, du coup, on a deux choses qui vont se passer. Soit il accepte l'appel, donc là, il accepte l'appel et puis du coup, on planifie l'appel avec lui. Soit dans sa réponse, il refuse l'appel. On va prendre le cas où il refuse l'appel. S'il refuse l'appel, OK, et qu'il nous donne un motif, ça va être soit ouais, OK, je sais que vous voulez vendre quelque chose, mais j'ai pas forcément le budget tout de suite, c'est pas intéressant pour moi, patati patata, ou j'ai pas le temps. En fonction de, du motif qu'il donnera, il faudra voir quelle est la stratégie qu'on va adopter dans la relance. La plupart du temps, comme moi, j'ai eu des clients qui regardaient ma vidéo et qui me disaient, c'est intéressant, tout ça, mais non, je ne veux pas prendre l'appel avec vous. C'est généralement parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de travailler avec moi. Donc, ils ne comprenaient pas, même s'ils avaient déjà peut-être un site internet qui était bricolé, ils ne comprenaient pas en quoi est-ce que mon intervention pourra leur être bénéfique. Parce que s'ils ont pris le temps d'ouvrir le mail et de regarder, c'est qu'ils sont déjà quand même assez accrochés. Et eux, il ne faut pas les lâcher aussi facilement. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je leur envoie bah, un calculateur de ROI. Donc, le ROI, c'est le Return on Investments. Et généralement, je le fais avec Google Sheets, c'est un truc assez simple. Donc, en gros, je dis, bah, voilà ce que vous investissez, voilà ce que vous gagnez en tel temps, patati patata, le trafic, etc. Bref, je leur fais un joli tableur pour leur montrer exactement ce qu'ils gagnent en travaillant avec moi ou en acceptant bah, d'écouter ce que moi j'ai à leur proposer par rapport à leur site internet qui n'est pas assez bon à mon goût ou qui ne sert pas correctement leurs intérêts à mon goût. Donc, vous allez leur envoyer un ROI, OK, et les relancer 48 heures plus tard s'il n'y a pas de réponse avec une étude de cas et un nouveau CTA. Parce que, je le redis encore, si généralement ils ouvrent, ils regardent, mais qu'ils ne répondent pas ou qu'ils ne sont pas prêts à passer à l'action, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ne vous sont pas trouvés crédibles. Et là, il faudra voir ce qui a cloché et essayer de retravailler ça. Ça m'est déjà arrivé que parfois, je les contacte directement et je dis, bah écoutez, vous voulez pas travailler avec moi, je comprends, je veux juste savoir pourquoi. J'en ai très raison. Est-ce qu'il y a un truc qui a cloché dans mon approche, etc., pour que je puisse mieux corriger, me corriger
et puis adapter ça pour mes prochaines fois avec d'autres personnes, tout simplement. Donc, si ça passe pas, bah, vous demandez. Donc, lorsqu'on fait la relance 48 heures après et qu'il n'y a pas eu de réponse, bah, étude de cas, nouveau CTA, et bah, ils repartent dans cette boucle-là. Et quand il n'y a toujours pas de réponse, bah, prospect froid, on laisse tomber. Si ils acceptent de faire le call avec nous, on va faire ce qu'on appelle le Discovery Call en 3D. Donc, pourquoi je l'appelle 3D, vous allez comprendre. 3D, parce qu'on va le faire en 3D, tout simplement. Le premier D, c'est qu'on va faire un diagnostic de la douleur. Donc, on va faire parler le client. Donc, pendant l'appel, on le fait parler, on lui fait expliquer ce qui va pas bien dans son business, etc. pour le service qu'on veut rendre. Ok. On le fait parler et puis on creuse dans la douleur. Le deuxième D, c'est le dream. On va lui montrer son retour sur investissement potentiel s'il décide de travailler avec nous. Ok. Donc là, on va vraiment dive in et puis vraiment lui montrer la beauté de sa vie ou de son business après qu'il ait choisi de travailler avec nous, tout simplement. Enfin, le troisième D, c'est le deal. Donc là, on vient, on présente notre offre claire, structurée, avec un échéancier, etc. Donc, après ça, une fois qu'on a fini le discovery call, généralement, ce que moi je fais, c'est que je close directement dans le call. Si le client n'est pas prêt à passer à l'action directement dans le call, bah, je le considère comme assez froid et j'abandonnais généralement. Mais après, j'essaie de voir si je le relance un tout petit peu, mais après, je tire pas parce que je veux pas perdre mon temps. OK? Donc, en fonction de sa décision, on va voir ce qu'on fait. Donc, s'il décide de travailler avec nous, bah, c'est oui, c'est super. Donc, on facture généralement 50% upfront et on fait l'onboarding, contrat, brief, échéancier, etc. Maintenant, si il dit carrément qu'il n'est pas disponible, c'est-à-dire qu'il est prêt, il veut, il a le budget, mais ils ont une contrainte de temps. Ça peut arriver. Peut-être qu'ils ont un projet en cours qui fait que bah ils peuvent pas se libérer pour pouvoir se concentrer sur ce projet-là avec moi. Donc du coup, ils sont carrément pas disponibles. Je les rejette pas totalement. Et ce qu'on va faire, c'est que on les met dans une newsletter de pas 30 jours, hein, de 20 jours maximum. On va faire ce qu'on appelle du nurturing. Donc on va leur envoyer du contenu assez intéressant, du contenu qualitatif qui leur est utile et des études de cas jusqu'à ce qu'ils reviennent et passent à l'action. Donc, à un certain moment du funnel, on les relance, d'accord, pour pouvoir voir s'ils sont disponibles maintenant pour pouvoir travailler avec nous. Ou généralement, quand ils vous disent carrément quand est-ce qu'ils sont disponibles, bah, vous attendez. Vous faites le nurturing de manière assez décalée et vous les relancez. Donc, c'est pas bien, c'est pas très intéressant de juste disparaître et de revenir lorsqu'ils vous ont dit, OK, je serai disponible dans un mois, vous revenez un mois après, c'est pas intéressant. Donc, pendant la période d'attente, vous faites du nurturing avant de revenir à l'attaque et de les récupérer. Si son problème, c'est un problème de budget, s'il me dit non et que c'est un problème de budget, bah là, je lui fais une proposition un tout petit peu plus light et je lui propose un plan de paiement. Et puis, généralement, à 80%, ils acceptent. Donc, si par exemple, je lui disais que je veux facturer 5 000 € cash, je peux lui dire, bah écoute, je te fais une réduction, 4 000 € et puis tu me payes en 2 mensualités ou en 3 mensualités. Bref, à voir en fait avec le profil que vous avez devant vous. Maintenant, ce que je n'ai pas dit, si vous êtes déjà en train de facturer des gens pour un service, ok, si vous avez déjà une offre en agence, vous pouvez penser à repackager. Donc, on va pas vendre juste notre service, on va essayer de faire un bundle complet. Donc, ce que moi, j'ai eu à faire à l'époque pour pouvoir vendre entre 5 et 10 cas facilement, c'est de vendre le bundle site internet, SEO et publicité. En gros, je leur dis, bah écoutez, là, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vous apporte une solution complète pour pouvoir gonfler votre chiffre d'affaires, tout simplement. Je vous fais le site internet, bien designé, bien propre, etc. Je fais le SEO, il y a des articles de blog qui viennent avec. Et j'ai une équipe qui va également gérer vos publicités sur Facebook pour ramener du trafic sur ce site internet-là et bah, vous créer des prospects, des clients, etc. Donc, c'est assez intéressant, c'est un truc auquel il faut penser pour pouvoir découler après sur des abonnements. Parce que avec les sites internet, par exemple, ce que vous pouvez facturer comme abonnement mensuel, c'est peut-être la maintenance du site, la mise à jour des plugins, etc. C'est pas très très intéressant parce que l'argent qui tombe n'est pas assez conséquent. Vous allez peut-être facturer quoi? 100 €, 200 €, 500 € par mois, mais c'est pas intéressant, c'est pas ce qu'on recherche. Du coup, on va essayer de chercher quelque chose de beaucoup plus lourd à faire, comme par exemple de la rédaction d'articles de blog. C'est intéressant. Du SEO, c'est intéressant. Des ads, c'est aussi intéressant. Et c'est des services qui sont complémentaires au site internet. Donc, au début,
Vous n'êtes pas forcément obligé de faire des bundles comme ça. Vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Vous pouvez très bien choisir de partir avec juste la création de site internet ou juste une seule offre. Ensuite, vous faites un exit. Mais après, avec le temps, ce serait idéal de chercher à faire un bundle pour pouvoir vendre de manière continuelle. D'accord? Donc voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que j'ai rien oublié. Alors cette méthode-là, elle est super puissante hein, parce qu'elle est quand même assez simple à implémenter. C'est un peu bourrin, mais elle est quand même assez simple. Donc il n'y a pas besoin d'être un expert pour pouvoir la mettre en place. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une stratégie assez claire, ok? D'un tout petit peu d'audace et de savoir parler. Donc il y a des gens qui m'ont déjà demandé, ouais Ryan, ben écoute, moi j'ai pas la compétence, donc du coup, je ne peux pas défendre une offre en rapport avec cette compétence-là. Mais mon ami, c'est simple, tu vas sur YouTube, tu t'éduques un minimum, avec ChatGPT, tu t'éduques un minimum. En 4-5 heures, tu es déjà assez aguerri pour pouvoir défendre pourquoi est-ce qu'une personne a besoin d'un site internet, pourquoi est-ce qu'une personne a besoin de meilleures publicités, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de meilleures affiches ou de meilleurs designs sur les réseaux sociaux, etc. C'est pas compliqué à faire. En quelques heures, tu peux t'éduquer et être paré, en fait, pour pouvoir faire l'appel. Maintenant, si tu peux pas faire l'appel, tu peux toujours demander à quelqu'un d'autre, donc le freelance en question, de passer l'appel à ta place. Il suffit que tu t'entendes avec lui et que tu signes le contrat comme il faut pour que bah, il te chipe pas ton client. Ou soit tu le cales juste sur ton mail, tu lui donnes ton mail, et au moment de faire le call, bah, il fait le call avec le client, il le close et puis c'est fini, bénef, tranquille. Le seul inconvénient avec ça, c'est que le freelance, il sait combien tu factures au client. Donc, du coup, il peut essayer de raise ses prix et puis là, c'est compliqué. Mais bon, après, à toi de voir, hein, à vous de voir. C'est à vous de voir. Tout simplement, vous pouvez très bien lui dire, bah écoute, j'apporte le client, je veux prendre 20%. Le client, il paye peut-être 5 000 euros, je veux prendre 20%, le reste, tu les prends. À vous de vous entendre avec le freelance. C'est pas le truc le plus compliqué dans ce système-là. Alors, avec tout ça, cette mind map là, vous pouvez déjà l'appliquer dès ce soir si vous suivez toutes les étapes. C'est absolument pas compliqué à faire. Maintenant, le plus fou dans tout ça, c'est que tout ce process-là peut être automatisé. Donc, du choix de la compétence, à la collecte des études de cas chez les freelances, à la recherche des clients sur Google Maps, à l'outreach, la prise de rendez-vous, etc. Tout peut tourner en automatique, genre full background, sans que toi, tu n'aies à intervenir. Et puis toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'intervenir au dernier moment lorsque le client boucle le call. Donc, tu interviens lorsqu'il faut vendre, en fait, lorsqu'il faut venir et puis encaisser. Donc, si tu veux que je te montre exactement comment est-ce que tu peux mettre ça en place, j'ai laissé un petit formulaire dans la description. Tout ce que tu vas faire, c'est d'y répondre. Moi, je regarde ton profil. Et si je pense que je peux t'accompagner et t'aider à le faire, bah, je te contacterai ou soit un membre de mon équipe va te contacter. Mais sinon, même sans ça, tu as tout le process qui est là. Tu as juste à le suivre et puis l'appliquer et revenir me dire quand tu auras signé ton premier client à étiquette. Allez, c'était Ryan. Ciao.